Bonjour à toutes et à tous. Salut, c'est Kevin Xavier pour les Ludovores. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous parler de Hollow Pact, qui est le nouveau projet de Studio Midhole. Le nom vous évoque peut-être pas grand-chose, mais si vous suivez l'actualité du crowdfunding de manière générale, vous aurez peut-être reconnu aussi la DA de Beast, oui. jeu qui était apparu également sur Kickstarter il y a de ça, je dirais 3 ans environ, plus ou moins, et qui avait connu une édition en français, donc localisée par Don't Panic Games à l'époque. Et on a eu l'occasion d'y jouer d'ailleurs. On a eu l'occasion d'y jouer également d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, et du coup, Hollow Pact vous arrivera sur Kickstarter aux alentours de la semaine prochaine. Lorsqu'on postera cette vidéo, ça devrait plus ou moins correspondre à la date de la sortie de la campagne. En général, on s'arrange pour que ça coïncide à peu près. C'est ça. Mais parfois, on est un petit peu des quiches sur le timing. Il faut bien le reconnaître. Ça arrive, c'est vrai. Voilà. Mais ça devrait concorder à peu près avec le début de la campagne. Hollow Pact, qu'est-ce que c'est d'abord? Eh bien, c'est un jeu qui se place dans l'univers de Beast, dont il partage également, avec lequel il partage également l'ADA, vous l'aurez certainement reconnu. C'est un jeu semi-coopératif dans lequel 2 ou 3 joueurs vont incarner des sortes de brigands qui vont voler un artefact, une sorte d'idole, et un monstre qui sera évidemment pas hyper joasse de l'événement, et qui va donc les poursuivre et essayer de les croquer plus ou moins. C'est ça. Donc c'est du 1 versus X, puisque ça dépend de combien de joueurs jouent les brigands, et il y aura toujours tous. Une bête. Voilà, c'est ça, c'est du 1 contre tous, avec des personnages asymétriques, légèrement asymétriques. C'est pas de la grosse asymétrie, hein. On vous parle pas non plus de certains jeux comme celui que tu as mentionné tout à l'heure. Hégémonie, voilà. Voilà, petite perte de mémoire, parce que voilà, l'âge avance, écoutez. Mais donc oui, c'est pas de la grosse asymétrie, mais il y a quand même un petit gameplay relativement différent d'un personnage à l'autre. Et puis aussi, sachez qu'il y aura plusieurs bêtes, il y aura encore plus de brigands également, mais nous, pour le prototype, on avait uniquement 2 brigands et une bête. Vous aurez plus de bêtes et plus de brigands dans la version finale, bien évidemment. Nous, on était en toute façon, de manière générale, assez limité, parce qu'on peut imaginer qu'il y aura plus de cartes aussi, plus de régions pièces de construction de régions, donc plus de variété en général. Ouais, de manière générale. Donc oui, gardez-le à l'esprit, ça vaut à chaque fois de toute façon que l'on aborde un prototype sur la chaîne, mais par nature c'est un prototype, donc c'est pas encore totalement fini. Parfois ça peut l'être, mais généralement c'est pas le cas. Non, c'est vrai. Voilà, donc du coup, je te fais... Voilà, on va parler rapidement des règles. On va pas s'apesantir dessus, je vais juste tracer ici les grands principes de règles. Alors, bon, tu me corrigeras, mais a priori, pour moi, c'est un jeu de chat et la souris. Donc, puisque la bête va essayer d'intercepter et de vaincre les brigands, eux, vont essayer de s'échapper avec l'idole. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez construire un plateau de jeu avec 4 régions différentes. Vous allez d'abord avoir un village, puis l'intérieur de la cité, puis on va dire les banlieues de la cité, et enfin une route par laquelle vous allez pouvoir vous échapper. Chaque zone va avoir d'ailleurs un petit, un petit ajout sur le côté qui va vous indiquer comment la mettre en place et quelles sont les règles spéciales qui la régissent. Voilà, merci. Exactement. Vous allez donc avoir, des cartes en main. Ça se joue à base de cartes. Et on va dire, il y a plusieurs catégories de cartes. La catégorie de cartes, c'est ce qu'on appelle les deeds. Alors, je ne sais pas comment ça sera traduit en français. Si ça sont les actions de base. Les actions de base. Là, ici, ce sont des cartes assez intéressantes puisqu'elles sont partagées par la bête et les joueurs. Chaque joueur lisant la section qui se rapporte à son rôle. Et alors, en ça, on est un peu en terrain inconnu parce que c'était déjà le cas pour Beast. Tout à fait, exactement. Donc, vous allez jouer des cartes. Les brigands ont accès à une catégorie de cartes qui s'appelle les remnants, qui sont, on va dire, des sortes de reliques. Et de son côté, la bête, elle, a accès à des curses, à des malédictions. En plus de ça, il va y avoir un pool de 4 rituels qui sont communs à tout le monde et sur lesquels va y avoir une sorte de mécanisme, on dirait presque de majorité, c'est sûr, et du coup, d'incitation à l'enchère, puisque au début de votre tour, vous vérifiez si les jetons de votre couleur sont en majorité. Et si c'est le cas, vous avez la possibilité, mais pas l'obligation, d'accomplir le rituel, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi cette dimension-là d'utiliser un certain type de ressources du jeu que vous gagnez avec des cartes, avec des actions, d'une certaine manière. À noter également que la bête, comme les brigands, ont des compétences sur leur fiche de personnage, sachant que la bête, elle, peut les améliorer en cours de partie, alors que
les brigands, eux, ont la caractéristique d'avoir un niveau de stress. Ouais. Lorsque, en jeu, les brigands gagnent du stress, ils en gagnent au-delà d'un certain palier, ils retournent leur fiche de personnage, ils deviennent fous. Et si ils atteignent un autre palier, là, ils meurent immédiatement. Deuxième possibilité, eh bien, ce sont les blessures physiques. Si vous avez trop de blessures physiques, bah, vous mourrez aussi. Vous allez, en tant que brigand, transporter donc une caisse avec une idole. Au début de la partie, le joueur qui joue la bête va, c'est très mauvais ce que je vais dire, va randomiser, entre guillemets, va aléatoriser une idole. Alors vous avez au moins une idole fausse, il y en aura certainement donc 2 fausses et une vraie, si on joue à 3 joueurs contre 1. Ouais. Voilà. Et les cages qui renferment les idoles sont toutes par contre totalement identiques. Puis il va mélanger alors que les autres ne regardent pas, et après la bête va fermer les yeux et les joueurs vont se répartir sans regarder le contenu les cages. Sachant que là aussi il y aura plusieurs conditions de jeu, là dans celle que nous avions, eh bien votre victoire ou votre défaite était nuancée par sa qualité, on va dire. Oui. Par exemple pour la bête, si vous arrivez à récupérer le trésor, l'idole, eh bien c'est une victoire totale. Ouais. Si vous arrivez à tuer les brigands qui n'ont pas la vraie idole, mais que le vrai idole s'échappe, c'est une victoire amère. Et si jamais les deux s'échappent, tout le monde s'échappe, et ben vous avez totalement perdu. De la même manière pour les brigands. Voilà. Pour les brigands comme pour les monstres, il y a toujours des conditions de pas de victoire mais de fin de partie, disons, qui vont altérer un petit peu le résultat final. Et je trouve ça relativement intéressant du coup d'ailleurs de ne pas avoir une victoire forcément comment dirais-je tranchée, phrasée telle quelle. C'est pas marqué vous avez gagné, vous avez perdu. C'est vrai. Il y a une sorte d'entre-deux, un petit peu de doux amer qui peut être intéressant aussi sur le papier. Sur le papier en tout cas. Oui, tout à fait. Lors de votre tour de jeu, vous allez avoir un certain nombre de points de stamina, donc d'énergie qui sont sur votre feuille de personnage, et le jouer des cartes, que ce soit des cartes de reliques, éventuellement des cartes de malédiction, mais elles sont assez gratuites, les cartes de malédiction, si je me souviens bien. Ouais, elles sont toutes gratuites, je crois. Ou les compétences sur votre plateau, ou les cartes ont un coût en stamina, et donc il va falloir jauger un peu ce qui est adapté et opportun de jouer, sachant qu'à la fin du tour, vous avez la possibilité de sacrifier une carte pour récupérer des spirits, l'énergie qui vous permet d'accomplir certaines upgrades pour la bête, mais aussi de parier, de miser sur les rituels pour acquérir la majorité et donc la mettre en place au tour prochain. Ouais. De la même manière, si vous n'utilisez pas toute votre énergie, l'énergie restante va être aussi elle-même convertie en spirit. Vous allez, dans chaque section du plateau, vous allez devoir remplir une condition pour pouvoir passer à la section suivante, si vous êtes les brigands. La bête, elle peut casser les portes et aller directement dans la section suivante si elle a envie. Ça peut avoir son intérêt, mais d'un autre côté, ça révèle aussi la mise en place de la zone suivante et donc les enjeux qui vont être. Là, on a eu lors de nos parties des genres de rassembler des pièces, rassembler des bombes pour exploser une porte, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui demande une certaine coopération. Après, vous avez le terrain qui n'est pas très amical. Vous avez 4 types de terrain. Bon, ça, je m'attarde pas dessus parce que c'est en fonction de ce que vous pouvez, en tant que brigand, récupérer en scavenge, c'est comment on pourrait traduire ça, scavenge, c'est pillage, un peu, voilà, pillage, tout ça. Et surtout, vous avez un certain nombre de chemins, et les chemins, eh bien, soit ce sont des chemins tout simples, soit les chemins sont interrompus par ce qu'on appelle le mist, une sorte de brume mystique, qui va vous coûter de l'énergie ou de spirit pour vous déplacer à l'intérieur, ou alors des ponts branlants. Et une fois que quelqu'un ou quelque chose a traversé un pont, ce pont s'effondre et on ne peut plus passer sur ce chemin-là. Donc il va falloir aussi essayer de prioriser un peu ces déplacements, stratégiser comment intercepter, comment se débarrasser de ses adversaires et ainsi de suite. Là où c'est semi-coop, c'est que vous avez un mécanisme, notamment entre les brigands, d'échange de cargo, où vous pouvez bluffer. Vous n'êtes pas obligé d'échanger pour de vrai, puisque lorsque vous faites l'échange, les autres ferment les yeux. Donc vous pouvez dire oui c'est bon j'ai fait l'échange et en fait vous n'avez pas du tout fait l'échange. Ça il y a tout un sort de mécanisme, c'est pas la peine d'entrer dans trop le détail. Bah disons qu'en plus c'est intéressant dans le sens où au début de la partie, comme tu l'as dit, comme c'est randomisé, comme c'est aléatoire, on n'a pas connaissance du cargo que nous possédons nous-mêmes. Donc déjà découvrir peut-être. Le mécanisme d'échange, c'est une des façons possibles de voir quel est le cargo qui est en notre possession. Donc, dernier élément d'asymétrie, chaque brigand possède 2 cartes d'objectifs et doit accomplir ces 2 objectifs avant de pouvoir s'échapper par la route. Route préférée qui sera déterminée par les symboles de la carte
avec un chiffre. Le chiffre le plus haut déterminant la route d'échappatoire que vous préférez, à savoir le chariot, le bateau ou le tunnel. Là aussi, selon les modes de jeu, eh bien, pour emprunter le chariot, le bateau ou le tunnel, il faudra aussi remplir quelques conditions. Notamment là, quand on jouait le tunnel, il fallait être obligatoirement fou pour passer par le tunnel. Sachant également que les cartes d'objectifs que tu viens de mentionner ont un objectif pour les brigands quand ils sont en bonne santé mentale et un objectif quand ils sont fous. Exactement. Et donc vous ne devrez remplir qu'une seule des deux conditions pour pouvoir compléter la mission. Mais du coup, être fou n'est pas forcément un handicap parce que vos compétences sont légèrement différentes, peut-être parfois un peu plus fortes. Peut-être un peu plus fortes. Et vous avez un mécanisme pour revenir en sain d'esprit, entre guillemets. Exactement. Donc voilà à peu près il y a évidemment beaucoup plus de détails et de subtilités, mais ça ne nous intéresse pas ici, ce n'est qu'une preview review. Donc je pense qu'on va passer maintenant à nos parties habituelles. Voilà, exactement, à ce qu'on a aimé d'abord, et puis après ce qu'on a moins aimé, ce que vous pourriez moins aimer, et une petite conclusion pour terminer là-dessus. Alors d'abord, ce qu'on a aimé, dis-moi tout. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et des mécanismes à proprement parler, moi, c'était déjà le cas pour Beast et c'est encore le cas pour Holopact, mais de manière générale, j'aime bien l'univers et la DA qui l'accompagne, un petit peu morbide, un petit peu glauque, mais avec un vrai charme. Je sais pas si l'adjectif est vraiment correctement utilisé ici, mais je trouve que la direction artistique est assez éthérée. Enfin, j'aime bien. Je trouve que ça prend vraiment très très bien. C'est assez immersif de ce point de vue-là, je trouve. Moi, je trouve en fait que, au point de vue de l'ambiance, pas au point de vue du style graphique, mais au point de vue de l'ambiance, ça me faisait un peu penser à Etherfield. Le truc où c'est très brumeux, c'est très éthéré, justement ce côté éthéré. Et en effet, moi je suis assez d'accord avec toi, moi je trouve que la DA est très très cohérente. Elle est vraiment du début à la fin très cohérente, et donc du coup, alors après on n'aime pas. Moi je suis moins fan que Kevin, mais je reconnais qu'elle est d'une grande qualité. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Autre chose positif? Moi, de toute façon, dès qu'il y a de la symétrie, que ce soit au niveau des personnages, du monstre, etc., j'aime bien en avoir une assez grande variété, et on sait d'emblée qu'il y aura plusieurs monstres, dont d'ailleurs un des monstres qui était présent dans Beast à l'époque, qui sera également présent cette fois-ci dans une version un petit peu alternative, puisque c'est en fonction du gameplay de Holopact, bien évidemment. Donc on aura au moins 3-4 bêtes, on aura au moins certainement 4, 5, 6 brigands. Et il y aura également, d'ailleurs, il faut le savoir, une extension communautaire qui sera créée par le biais de votes des backers. C'est ça, et donc, pendant la campagne. Donc, vous aurez une influence sur le développement du jeu. Si vous backez, en tout cas. Si vous backez. C'est ça. Donc on va avoir une extension communautaire, donc avec des choix impactants de par les backers qui vont un peu modifier le contenu que vous recevrez devant votre porte d'ici 1 an et demi, 2 ans. Oula, oui. Ne nous engageons pas, mais ça arrivera. Donc moi, la présence de personnages et de monstres asymétriques, pour moi, c'est toujours quelque chose de vraiment cool. Reste à voir à quel point c'est asymétrique, est-ce que c'est équilibré, etc. C'est toujours des questions qui se posent quand il y a de l'asymétrie, bien évidemment. Et savoir s'ils vont mettre en place d'autres modes de jeu, parce que le mode qu'on avait là, avec certaines victoires, certaines défaites, on peut imaginer là aussi une variété assez intéressante. Oui, bien sûr. Après, visuellement, on a parlé de la DA, mais je trouve que la réalisation technique du prototype qu'on a est franchement très convaincante. On a des belles figurines, il n'y en a pas trop pour une fois, mais la figurine du monstre qu'on avait était vraiment, moi je la trouve très sympa. Les 2 scoundrels, les 2 brigands, c'est pareil aussi. La cage et les idoles, c'est sympa. Tout était bien pour un prototype, c'est vraiment du beau travail. Donc, reste un petit peu les problèmes d'ergonomie qu'on a eu tout à l'heure au niveau de la gestion de l'énergie. Quand tu perds de l'énergie pour le prochain tour... Oui, c'est pas comment tu organises tes jeux, c'est pas toujours très clair à ce niveau-là. C'est ça. Mais c'est un prototype. Ça reste un prototype, encore une fois, on le répétera à plusieurs reprises, je pense, mais il est toujours bon de le signaler. Tu parlais d'asymétrie, moi un deuxième point que j'aime bien, c'est quand il y a, même léger, un multi-usage des cartes. Alors il y a un multi-usage naturel puisque c'est soit la bête, soit brigand, mais en plus on peut choisir de jouer la carte ou de la sacrifier pour récupérer de l'énergie. Donc c'est pas aussi développé que dans d'autres jeux, mais j'aime bien ce côté où une carte n'est pas 100% inutile. Déjà, elle est inutile contextuellement seulement. Elle n'est pas inutile par elle-même, normalement. Mais là, en plus, on peut se dire, tiens, je vais changer de stratégie, je vais plutôt la convertir, récupérer de l'énergie. Pour moi, c'est les deux seules utilisations qu'elle a. Parce que le fait qu'elle ait un pouvoir pour la bête et un pouvoir pour toi, il y en a un des deux que tu peux pas utiliser. Donc ça, de ce point de vue-là, cette facette-là, c'est pas multi-usage. Mais c'est soit tu l'utilises, soit tu la convertis en énergie. Mais par contre, vous ne pourrez jamais convertir plus d'une seule carte par tour en esprit. Donc ça, c'est bon de le savoir aussi. Tout à fait. Mais oui, c'est le petit point intéressant. Il y a des petits sacrifices à opérer parfois. De la même manière, moi, je trouvais plutôt sympa dans l'idée certaines malédictions, certaines cartes du monstre qui
font une proposition aux joueurs. Ça, c'est vrai que c'est cool. Qui laissent le choix entre la peste ou le choléra. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu comme ça. Ouais. Est-ce que tu me donnes accès à une carte de malédiction ou est-ce que tu me donnes des esprits? Voilà. Est-ce que tu me permets de me bouger ou est-ce que... Voilà, ça, c'est plutôt sympa. C'est très bien. Moi, j'ai trouvé ça d'autant plus que sympa. L'aspect semi-coop entre les différents brigands fait que parfois un brigand pourrait avoir plutôt intérêt à ce que tu fasses cette action plutôt qu'une autre dans les deux choix que tu lui proposes. Oui. Mais qui peut être amené à choisir plutôt un autre choix parce que ça pourrait t'éloigner de lui, mais le rapprocher d'un autre brigand. Enfin bref, il y a des petits coups de couteau dans le dos qui peuvent arriver, à mon avis. C'est vrai. Donc ça peut être assez intéressant au niveau des choix. Ouais. Tout à fait. Autre chose que tu voulais ajouter dans les bons côtés? Moi, j'aime bien, sur l'idée en tout cas, on peut parler de l'application plus tard éventuellement, mais sur l'idée, j'aime bien la gestion des rituels. Oui, avec l'aspect d'enchères et de limite bluff que tu peux intégrer là-dedans, où tu peux mettre parfois beaucoup de jetons sur une tuile sans forcément les utiliser juste pour bloquer un peu l'action. Je trouve ça relativement intéressant, d'autant plus que tu as un pool de jetons qui est limité, donc tu peux pas non plus trop... Bon, on a quand même suffisamment, soyons pas non plus... n'exagérons pas, mais je trouve ça assez intéressant. Sur le principe. Ouais, sur le principe, encore une fois, on reviendra peut-être un peu sur l'application plus tard. Voilà. Tout à fait. Ok, oui, bah voilà, moi c'est à peu près ça, la versatilité. Après, l'importance des terrains aussi pour le pillage, puisque chaque terrain va être attaché à une carte. Là aussi, c'est un peu randomisé, donc tu peux pas forcément toujours tout piller ce que tu veux, mais tu as quand même toujours la possibilité de prendre la carte du dessus de la pile, donc à l'aveugle. Et après, c'est un peu de la chance, c'est un peu la chance du tirage, mais je trouve que c'est bien pensé, c'est bien vu, c'est bien vu. Après, bon, en termes de variabilité, nous, dans le prototype, on était forcément limité parce que les conditions de mise en place de chaque zone, on n'en avait pas non plus 6 ou 7 différentes. Mais celle qu'on a eue, moi, je trouve qu'elle marchait plutôt bien. C'est quand même assez classique, c'est principalement aller chercher ça pour ouvrir la porte, aller chercher ça et amener ça là pour faire exploser la porte. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté pick-up and deliver finalement, sur certaines missions en tout cas. Oui, on peut imaginer que certaines conditions de niveau qui seront ajoutées à la boîte de base par rapport au proto ajouteront des petits éléments de gameplay un petit peu différents, mais généralement c'est plutôt pas mal, en tout cas pour ce qu'on a pu voir, et on peut imaginer effectivement différentes variantes assez facilement. Ça peut s'enrichir assez facilement, je trouve. Tout à fait. Ok. Quelque chose à ajouter pour les bons côtés, peut-être une dernière chose? Je pense qu'on a abordé l'essentiel de ce que je voulais dire à ce niveau-là, donc on va pouvoir rentrer dans les points qui nous ont moins plu ou à minima qui pourraient vous déplaire vous également. Voilà. Tout à fait. Donc je laisse commencer. D'accord. Bon, moi je vais commencer par, je dirais entre guillemets, en ce qui me concerne, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, à savoir que c'est long pour ce que c'est. Honnêtement, les parties qu'on a faites, et on était 2 ou 3, alors on était 3 joueurs parce que ça se joue à partir de 3 joueurs, notre prototype. C'était quand même assez long. Au bout de 1h30, 2 heures, on n'avait toujours pas fini. Ce côté-là, moi, je trouve peut-être, en l'état actuel du prototype, un poil long. C'est le premier point que j'avais noté, moi également. Je trouve que le jeu est un petit peu trop long pour ce qu'il propose. Typiquement, alors, ça reste relativement subjectif, mais moi, pour ce type de jeu-là, je verrais bien un jeu qui dure maximum 1h30. Oui. Et là, pour le coup, je pense que hormis situation où les deux brigands, ou à minima un, trouvent la mort assez rapidement, il faut quand même aller au moins jusqu'à l'heure et demie pour arriver à la fin du 2e niveau. Il t'en reste encore un, même s'il est plus court derrière. Bon, ça, à mon avis, ça tend facilement vers les 2 heures. Je pense pas que jouer à 4 rajouterait tellement plus, ou ça fluidifie un petit peu l'évolution de la partie, mais bon... pour moi, c'est un poil long quand même. Donc, bon, attends, ça reste le prototype, donc peut-être que c'est amené à changer encore une fois, mais pour l'instant, en tout cas, je trouve ça un peu long aussi. Exact. Autre chose? Pour l'instant, encore une fois, prototype oblige, etc., donc avec des pincettes, je trouve que pour l'instant, l'équilibrage est pas forcément idéal. Peut-être qu'il est pas encore tout à fait fignolé à ce niveau-là, je trouve. Il y a certaines cartes qui me semblent beaucoup plus forte, soit pour les brigands, soit pour le monstre. Bon, ça à la limite, c'est acceptable. Il y a certains coups de cartes qui me semblent pas forcément adaptés aux actions qu'elles permettent, par exemple. On a aussi donc ces cartes d'objectifs secrets pour les brigands, mais également pour la bête, qui a un objectif qui
elle, pour le coup, elle est pas obligée de le remplir, oui, mais c'est facultatif. qui sont assez inégales également. Ouais. On a des cartes qui, si tu les réussis, ce qui n'est pas forcément garanti, t'offrent une récompense pas super intéressante, d'autres hyper intéressantes, indépendamment de la complexité de la carte elle-même, en termes de complexité à remplir la mission, sachant que vous devez remplir les deux qui plus est. Oui, ça c'est obligatoire. En tout cas pour les brigands. Oui, pour les brigands. Donc, ouais, ça c'est pas évident. Et de manière générale, je pense que les missions, bien sûr, mais même les cartes de manière générale, il y a encore un petit peu de boulot sur l'équilibrage, j'ai envie de dire. Après, bon, évidemment, on a une vision limitée par nos parties et par le fait que c'est un prototype, mais le ressenti, oui, est plutôt comme ça, à savoir qu'il y avait certaines actions qui étaient un peu chères, il y avait pour se casser, d'autres qui étaient un peu gratuites, et puis les objectifs qui étaient vraiment, moi, la dernière partie, les 2 objectifs que j'ai eus, ouais, quoi, je galérais. Alors attention, je joue pas forcément bien, mais quand même, je trouvais ça assez rude. Bon, après, le deuxième éléphant que je vais aborder, à savoir que c'est un jeu dans lequel, pour les brigands, si vous mourrez, ben voilà, vous regardez les autres jouer. Et ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. Ça nous était un peu arrivé pour une partie de Nemesis qu'on avait fait à l'époque. Ouais. Où t'étais pas mort, mais t'avais rempli tes conditions de victoire et toi t'as attendu 30 à 40 minutes. Ouais. Là, ça peut être un peu la même chose. Et le problème, c'est que quand on a joué à 3 joueurs, ben, le joueur restant pour remplir les conditions pour gagner, beaucoup trop difficile à mon avis. C'est un point que j'ai oublié de souligner quand je parlais d'équilibrage. Oui. C'est que pour l'instant, on a fait 3 parties et la bête a gagné à chaque fois. Oui. Et on avait du mal à imaginer comment ça pouvait ne pas être le cas carrément, à terme quand même. Carrément, là. Et encore une fois, tu viens de le dire, bon, nous, on a joué à 2 contre 1, faut voir ce que ça donne à 3 contre 1, même si le problème de la mort, il est indépendant, le problème mort. Reste le même, hein. Une fois que t'es mort, t'es inactif complètement, ce qui est un peu dommage. Il y a des trucs à imaginer, des jeux qui proposent de rester actif malgré la mort d'un personnage. Là, c'est pas le cas. Et donc, ouais, au-delà de cet aspect mort définitif qui est finalement assez chiante pour le dernier joueur qui vient de décéder, c'est très très chiant parce que ça met aussi plus ou moins une pancarte game over sur le joueur restant aussi, parce que clairement, à moins que tu sois vraiment dans la dernière région à 2 enjambées de l'échappatoire de ton lieu de point de chute, on va dire, si tu perds ton compagnon à mi-chemin, seul contre la bête, t'as quand même très très peu de chances de d'en sortir vivant, quoi, même. Hein. Ça me semble très très complexe. D'un certain côté, ça pousserait à penser qu'il faut plus coopérer, mais plus coopérer, finalement, il n'y a pas tant de coopération que ça. Hein, ouais, on en vient justement à l'aspect coop. Voilà, il n'est pas si développé que ça. Hein. Ouais, je trouve que l'aspect de coop est quand même pas si présent, en tout cas pas si marqué que ça. On n'encourage pas tellement les brigands à vraiment collaborer les uns avec les autres. Alors, on peut essayer de s'entraider un petit peu de temps à autre, mais il n'y a pas tellement de cartes qui bénéficient aux deux, par exemple, d'un seul coup. Ou si tu fais ça, l'autre, il bénéficie aussi de ça. Il y en a quelques-unes de ces deux-là. Oui. Mais c'est rarement un truc extraordinaire non plus, quoi. C'est clair. Et de ce point de vue-là, t'aurais pu imaginer des rituels qui bénéficient aussi aux deux, par exemple. Là, c'est jamais le cas. Non, c'est toujours pour toi uniquement. C'est pour toi uniquement. En fait, là, tu te fais la guerre. Alors que là, tu es censé coopérer jusqu'à un certain point. Tu te fais la guerre, mais en réalité, les brigands, ils ont tout intérêt à ne pas se mettre sur le même tuile. Donc c'est vraiment... Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, ça peut poser problème, parce que si moi j'ai investi sur un endroit et que l'autre a désespérément besoin d'utiliser la capacité, du coup, c'est un peu un handicap. Donc, tout à fait. Après, là, pour le coup, je me pose la question maintenant. Peut-être qu'on se l'est pas posé à ce moment-là, mais remove a stress, là, retirer un stress, est-ce que tu peux le faire sur le plateau d'un autre joueur? Alors, ça pose le problème... le wording, le phrasé n'est pas forcément très précis. Ça pose le problème de l'état de prototype, à savoir que la formulation n'est pas toujours encore extrêmement claire sur certains points. Et sur pas mal de points. Et pour l'instant, moi, je vais pas jeter la pierre sur les auteurs ou l'éditeur, parce que c'est un prototype. Ouais, bien sûr. Si c'était le produit fini, j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Ouais. Mais là, justement, le travail aussi... des testeurs, mais aussi de nous, c'est de faire remonter un peu au fait, on est tombé sur ce problème-là, on n'a pas su trop comment interpréter. Là, il y a eu plusieurs fois des wordings, est-ce que les deux actions sont séparées? Et donc, du coup, on fait ça, il se passe ça, ou alors on fait ça, il se passe ça, ou alors il se passe ça et on fait ça, ou on fait ça n'était pas très clair, et ça pouvait avoir des conséquences assez importantes en termes de jeu et tout ça. Donc, mais ça, on peut légitimement espérer que ce sera pas un problème que vous serez amené à rencontrer dans la version finale. En tout cas, on peut l'espérer. On peut l'espérer, tout à fait. Après, moi, je trouve que la longueur du jeu vient du fait que, c'est un jeu où tu hésites beaucoup, parce que tu vas vraiment, pour beaucoup de joueurs, en tout cas pour moi un peu, peser le pour et le contre, décider de faire ça, oui mais non, en fait pas.
Sur ce point-là, on sera peut-être pas d'accord, tu vois, parce que moi j'ai trouvé que les choix étaient pas si, comment dirais-je, si impactants. J'avais pas l'impression d'avoir des choix qui me faisaient vraiment hésiter longuement. Et pourtant, de nous deux, je suis peut-être celui qui est le plus prône à la paralysie analytique, on va dire. Mais là, je l'ai pas tellement ressenti. Moi, je l'ai plus ressenti, tu vois, pour une fois. Je l'ai plus ressenti parce que je me disais, ok, je vais faire ça. Et puis à ce moment-là, je trouvais, ah bah finalement, tiens, ça c'est peut-être mieux. Oui, mais non, en fait, non, c'est pas si mieux que ça. Non, puis je vais plutôt faire ça. Alors, il y a aussi le fait que, même si c'est pas notre première partie, on continue à découvrir le jeu et on continue à découvrir comment utiliser les cartes à tel moment ou tel moment. Ok, je suis d'accord. Peut-être qu'avec une très bonne connaissance du jeu, c'est beaucoup plus fluide. Oui, tout à fait. Mais moi, je me pose la question. C'est juste une question que je pose. C'est pas, c'est ça. C'est pas forcément avéré. Il y a un tout petit point que je mentionnerai pour terminer, pour ma part en tout cas, au niveau des points qui m'ont moins plu. C'est que bon, les cargos, on s'en fout un peu en réalité. J'aime bien l'idée, encore une fois, c'est comme pour les rituels. J'aime bien l'idée sur le papier d'avoir un cargo caché pour chacun des deux joueurs. Pourquoi pas? Mais en réalité, l'action de swap, donc d'échange de cargo, en 3 parties, on l'a jamais utilisé. On l'a utilisé une fois. J'en ai pas souvenir. Ah bah si, moi je l'ai fait. La seule fois où tu as joué les brigands, c'était aujourd'hui. J'ai pas souvenir que je l'ai fait. Si, tu l'as fait. Je l'ai fait. Si, ok. Et tu vois, vous voyez, donc du coup, il en a aucun souvenir, ce qui montre bien c'est pas très impactant. Le faire qu'une seule fois. Et je pense que de toute façon, ça n'a un impact que dans une certaine zone quand vous êtes quasiment sorti. C'est là qu'il faut essayer de se piquer le cargo. Mais comme en réalité, en 3 parties, on n'a jamais atteint. C'est vrai. La 3e zone. C'est vrai. Parce qu'on est toujours mort avant. C'est vrai. Enfin, la première fois. Tu es mort du stress, et la deuxième fois, je suis mort de mes blessures. Donc au moins, on n'est pas mort de la même manière. Mais la finalité reste la même. Les deux stratégies pour la bête sont viables, mais au-delà de ça, nous, on galère. Et un point négatif qui rejoint un autre point qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, à savoir donc la mort définitive, qui met un peu une pancarte Game Over sur la tronche de ceux qui restent en vie, c'est que les 2 fois où ça nous arrive à 3 joueurs, quand un des joueurs brigands est décédé, on n'a même pas terminé la partie. C'est-à-dire qu'on a mis fin à la partie plus ou moins automatiquement parce qu'on voyait bien que de toute façon ça n'allait pas durer. On savait très bien qu'il n'y avait pas d'issue autre que la mort pour le brigand qui restait. Tout à fait. La tâche restante était beaucoup trop importante pour être réaliste à mener, ça c'est clair. Ok, on va peut-être conclure du coup maintenant. Moi je vais juste dire principalement, déjà moi de base, les jeux de course-poursuite un peu comme ça où on essaie de rattraper les uns les autres, de s'intercepter, tout ça. C'est pas forcément ce que je préfère comme jeu, mais j'avoue qu'il est quand même, malgré les points négatifs qu'on a évoqués, plutôt agréable. Moi, je le trouve agréable, mais le fait est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il est trop long, ce qui fait que son degré d'agréabilité se dilue un peu. Se dilue un petit peu sur la fin. C'est-à-dire que quand on passe, je sais pas, les 120 minutes, un truc comme ça, même moins d'ailleurs, quand on passe l'heure et demie en réalité, je commence à regarder un petit peu ma montre. Oui, c'est vrai, je comprends. Il mériterait d'être un peu plus compact en l'état actuel des choses, un peu plus nerveux et un peu plus ramassé en termes de temps. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Moi, je trouve que c'est un jeu qui, en l'état prototypal, a quand même pas mal de potentiel. Je lui vois pas mal de choses vraiment cool. J'aime bien là aussi la grande variabilité qu'on peut entrevoir avec les missions différentes, les missions secrètes de chacun des joueurs. Les setups des zones. La symétrie, etc. Donc je vois pas mal de potentiel à ce niveau-là, mais en l'état pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Faut voir ce que donnera la version finale, mais l'état actuel des choses fera certainement que je vais pas m'intéresser suffisamment au jeu pour le backer. Faudra regarder ce que la campagne elle-même propose, ce qui aura été fait, le côté communautaire de design, ça aussi, ça peut être sympa. La variété des bêtes et la variété des brigands qui est proposée, la variété des zones éventuellement, parce que là on peut quand même imaginer pas mal de choses différentes, donc c'est pas mal. Mais pour moi c'est à suivre, mais je suis pas forcément le public ciblé, donc je sais que moi je vais pas forcément y aller. Mais le fait que moi je n'y aille pas ne préjuge pas de la qualité du jeu. C'est juste le style de jeu qui ne me convient, qui ne me correspond pas tout à fait. Ouais, j'entends. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Je pense aussi, Donc voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. Mais on vous trouverez le lien vers le Kickstarter dans les commentaires de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis nous, avec Kevin, on vous donne rendez-vous très bientôt sur les Ludovores
pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine!